Salut, je suis tellement contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Écoute, aujourd'hui, on va discuter d'un super sujet, mais avant, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Dans les dernières semaines, on a traité de multiples sujets chauds, d'actualité, des choses qu'on doit discuter afin d'améliorer l'éducation de nos jeunes. Dans un deuxième temps, on a une nouveauté chez Entre guillemets, comme j'ai dit dans le dernier épisode. Tu peux maintenant non seulement m'écouter, mais tu peux aussi me voir sur ma chaîne YouTube. Alors, les épisodes seront disponibles sous vidéo et audio. Donc, je t'invite à aller t'abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube Entre guillemets. Alors aujourd'hui, j'aurais pu parler de multiples sujets parce que la liste, elle est très, très longue, que ce soit des lacunes, que ce soit de l'école alternative, des services alternatifs. Je peux te parler d'un paquet de choses en éducation. Je peux reprendre des sujets qu'on a déjà traités avec un différent angle. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager le témoignage d'une maman. Le témoignage de parents, l'historique de leur garçon, parce que tu vas voir, c'est criant de vérité, ça dépeint exactement ce que je te parle depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire les lacunes du système, le manque de ressources. Je vais te faire la lecture du témoignage de cette maman-là qui a écrit ça sur Facebook. Alors, au moment où j'enregistre, c'est hier qu'elle a écrit ça. Et il fallait absolument que je vienne te lire ce témoignage-là. On va discuter par la suite. Je vais te dire un peu mon opinion, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et si jamais tu as une opinion, si jamais tu as vécu peut-être cette situation-là avec tes enfants, je t'invite à m'écrire info@commercial-entre-guillemets.ca ou sur mes différentes plateformes en messagerie privée. Donc, je te fais la lecture. Ensuite, je te fais mes commentaires. Tu vas voir, c'est un témoignage poignant et elle commence par la phrase suivante: la catastrophe de la différence dans notre système. Donc, ça met vraiment la table pour la suite des choses. Donc, la catastrophe de la différence dans notre système. La différence fait partie du quotidien de plusieurs familles de nos jours et pourtant, les services sont catastrophiques. Mère d'un garçon autiste diagnostiqué tardivement à cause de sa capacité fonctionnelle, je suis atterrée de voir que nos services lui réservent. Passé sous le radar au primaire, il fut diagnostiqué en secondaire 3, après des années d'attente et de demande d'aide. Quand je parle de demande d'aide, c'était des cris du cœur de deux parents qui voient bien que ça ne fonctionne pas et que leur fils prend clairement le mauvais chemin. Une travailleuse sociale arrive dans nos vies enfin après que nous ayons vécu un cauchemar à l'école. Elle arrive par miracle à débloquer son dossier et le faire enfin évaluer au privé. Le diagnostic tombe. Enfin, soulagement, nous aurons des services adaptés et de l'aide afin de bien comprendre le TSA et arriver à aider notre fils qui s'enlise devant nos yeux dans une période critique de sa vie, l'adolescence. Heureusement, notre travailleuse sociale miracle nous accompagne du mieux qu'elle peut, au meilleur de ses connaissances, et nous est d'une aide précieuse. Quelques mois plus tard, le CRDI, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, nom qui devrait être changé selon moi, arrive dans notre dossier. Ils sont spécialisés. Quel soulagement comme parents de voir qu'enfin nous aurons l'aide nécessaire et l'accompagnement pour notre garçon qui ne l'a pas facile. Retour à l'école publique sous leurs recommandations, accompagnement à la rentrée scolaire, visite de l'école avant l'arrivée, préparation de sa case et plusieurs mesures mises en place pour l'aider à être bien à l'école. Wow, c'est une réussite. La rentrée scolaire se passe bien. Malgré une nouvelle école, il se trouve des repères et crée des liens avec un intervenant de l'école, mais la lune de miel fut de courte durée. Suite à l'arrivée du CRDI, notre travailleuse sociale doit quitter notre dossier. Évidemment, puisque nous avons des services. Quelques mois après le début de l'année scolaire, en décembre, l'intervenante en charge de notre garçon accède à un poste plus haut. Avec mérite, elle était sur la coche.
Surprise, personne ne peut la remplacer. De retour dans le gouffre de l'attente interminable. Maintenant, en mars, le cauchemar revient pire que l'année précédente. Suite à plusieurs événements à l'école, nous devons à nouveau le retirer pour sa sécurité. Des courriels sans fin au CRDI demandant de l'aide et expliquant la gravité de la situation, nous en sommes là. Secondaire 4, 15 ans, à la maison pour sa sécurité. Bien entendu qu'il y a plus d'éléments dans cette histoire. Évidemment que tout n'est pas détaillé pour plusieurs raisons que je ne peux nommer, mais comment ferons-nous pour aider nos jeunes? Trop fonctionnels pour une classe d'adaptation, mais pas suffisamment pour fonctionner adéquatement. Je regarde mon petit homme de 15 ans et me dis que je ne peux pas croire qu'on en est là. Dans une société où la différence est présente plus que jamais. Nos cœurs brisés de parents se demandent comment on l'aidera. On n'abandonnera pas, mais sans cachette, je vous avoue que nous sommes essoufflés. Combien de personnes sont dans cette situation? Combien de jeunes sont dans ce cratère de service? Les choses doivent changer. Je ne cherche pas de la sympathie par ce message. Je veux juste sensibiliser les gens à ce que notre système nous réserve. Lorsque vous voyez des parents avec leurs enfants qui hurlent ou sacrent avant de juger, pensez à ce texte et dites-vous qu'ils font probablement plus que l'heure possible. Donc, ça m'émeut beaucoup de vous lire ce partage-là parce que, en fait, ce qu'on se rend compte quand on lit le texte, c'est qu'on est dans une société, puis elle le décrit très bien, on est sensible à la différence plus que jamais. Alors, peu importe ce que peu importe la différence, que ce soit un TSA, que ce soit un enfant avec des difficultés langagières, TDAH, peu importe les difficultés, on est sensible à la différence, à la trisomie, tout ce qui existe comme différence. On est très sensible à ça depuis quelques années et on met de l'avant cette différence-là. Elle est beaucoup plus acceptée qu'avant. Donc, ça fait partie de notre nouvelle société. Donc, ce qu'elle explique dans ce texte-là, c'est que vu que son garçon autiste a été diagnostiqué tardivement, parce qu'il était fonctionnel. Et là, moi, je vais revenir sur cette partie-là parce que c'est souvent ça qui arrive avec plusieurs de nos cocos. Et moi, ça m'est arrivé dans mon historique d'enseignante que j'avais des enfants que plus qu'ils étaient fonctionnels, plus qu'ils étaient capables d'être à la tâche, plus qu'ils étaient capables de suivre un groupe, ils n'étaient pas traités en priorité. Donc, ils n'étaient pas prioritaires, ils n'étaient pas pris en charge par l'école. Et comme on voit dans ce témoignage-là, ça a été long avant qu'on envoie l'enfant. Et le point de rupture est souvent au secondaire, à la transition du primaire au secondaire. C'est là qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Au-delà de la fonctionnalité dans un groupe, il y a des comportements qui arrivent parce que les hormones, parce que bon, on est dans la phase de l'adolescence. Et là, puisqu'il n'a pas de place au public pour faire évaluer, là, on doit absolument aller au privé. Et parfois, c'est long avant d'avoir un rendez-vous au privé, d'avoir toutes les évaluations prêtes. Donc, on sent dans ce témoignage-là qu'il y a vraiment des délais qui sont interminables. Et qu'il a fallu qu'il se passe plusieurs choses à l'école, plusieurs événements pour qu'on bouge. C'est comme si cet enfant-là rentrait entre deux cracks et ça arrive à de nombreuses reprises. Oui, c'est long avant d'avoir des services, c'est long avant d'avoir un diagnostic, c'est long avant que les choses soient mises en place. Et pendant ce temps-là, la situation continue à s'envenimer. La relation avec les parents aussi peut devenir chaotique, ça peut devenir difficile. Donc, il y a des délais d'attente parce qu'il y a peu de gens pour prendre en charge. Parfois, quand j'explique beaucoup cette situation-là par nos enseignants, nos professionnels qui sont déjà débordés par les tâches colossales qu'ils ont. Et je vais vous parler d'un deuxième témoignage qui vient expliquer ça, qui est une enseignante qui m'a envoyé un message récemment qui explique le nombre d'élèves
particuliers, donc des cas particuliers, que ce soit du haut potentiel, que ce soit au niveau de plan d'intervention, tout ça. Donc, la composition de sa classe, une classe à pleine capacité qui fait en sorte qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Donc, il y a plusieurs choses qui viennent expliquer cette situation-là. Les parents veulent de l'aide, mais veulent de l'aide rapidement, surtout dans des situations qui nécessitent une aide rapide. Passer sous le radar, ça m'a fait titiller parce que le nombre de fois que j'ai eu des élèves, je vais vous raconter une histoire en particulier, que j'ai eu des élèves qui ont passé sous le radar avant d'arriver avec moi en 6e année, c'est hallucinant. Pourquoi qu'ils passent sous le radar? Des fois, c'est des enseignants qui sont pas nécessairement à l'affût, sont déjà débordés, ils ont déjà beaucoup de choses à traiter, donc vont aller en priorité avec des élèves qui sont plus dans le comportemental, qui sont violents, tout ça, et des enfants qui ont certaines difficultés ou certains besoins, ils vont moins mettre le temps sur ces élèves-là parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Il y a des enseignants qui font peut-être moins bien leur travail aussi, donc ils mettent ça un petit peu sous le tapis, puis ça va à l'année d'après. Il y a des parents, des fois aussi, qui ont des... Là, c'est pas le cas dans ce témoignage-là, des parents qui ont la tête un peu dans le sable, si je pourrais dire, et que c'est difficile, sont dans le déni, c'est difficile de voir que notre enfant a certains besoins. Donc, il y a un paquet de facteurs qui peut expliquer pourquoi un enfant va passer sous le radar. Puis, comme je vous disais, ça me fait penser à une fois, j'ai un élève qui arrive en 6e année et c'est clair qu'on s'enligne vers un diagnostic de TSA. Donc, il y a vraiment beaucoup de signes qui nous dirigent vers ce diagnostic-là. Moi, je ne pose pas de diagnostic, donc je réfère à l'école. Donc, l'école, on me dit qu'il y a des délais, que ça va être long, faire l'observation, que oui, on a des traces dans le dossier qui a déjà été fait par d'autres enseignants. Donc, il y a des enseignants qui ont déjà bien fait leur travail, qui ont des notes, des observations, tout ça, mais il n'a jamais été évalué. Jamais. Pour diverses raisons, parce que le psychologue n'avait pas pris le temps nécessaire pour le faire, il n'y avait pas le temps, ou on n'avait pas de psychologue à temps plein, donc il y a eu plein de raisons, ou des parents aussi qui étaient dans le déni. Dans cette situation-là, je pense que les parents étaient un peu dans le déni aussi, n'acceptaient pas la collaboration, l'aide de l'école, et je me suis assise avec les parents et je leur ai demandé comment ça se passait à la maison, faire un lien de confiance, tout ça, pour me rendre compte que c'était très difficile à la maison. Et finalement, ont accepté de faire une évaluation privée et il y a eu le diagnostic aussi de TSA. Donc, on a eu le diagnostic en 6e année, ce qui a permis de faire une meilleure transition, d'aller vers une classe adaptée pour lui aussi l'année suivante. Donc, ça, c'est une situation positive, mais ce n'est pas toujours le cas. J'imagine à quel point ça peut être angoissant. J'imagine juste ma fille, si elle a des difficultés éventuellement à l'école, c'est angoissant l'attente. On voit notre enfant qui vit des difficultés, ça peut brimer au niveau de sa confiance en lui, l'incidence au niveau de la santé mentale chez l'enfant, chez le parent aussi, de se sentir impuissant face à la situation parce qu'on n'a pas toujours les outils pour bien aider nos enfants. Il y a des situations qui sont en dehors de nos capacités et je me dis, comme parent, se sentir impuissant face à ce que son enfant vit à l'école, d'être dans l'obligation parce qu'on n'a pas de service, qu'on a des services qui tardent à arriver ou qu'on a eu des services, mais comme dans cette situation-là, les personnes sont parties pour X, Y raison et qu'on se retrouve encore avec pas de service, qu'on doit ramener notre enfant à la maison pour cause de sécurité, c'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est inacceptable aussi parce que ça cause la détresse. J'ai parlé de détresse éducative à de multiples reprises dans mes autres épisodes de podcast et j'en reparle aujourd'hui. Ce témoignage-là démontre la détresse éducative, qu'elle existe. Quand un enfant, puis surtout un enfant qui a un diagnostic comme ça,
ça devrait être notre priorité, surtout que les services existent, puis on le voit dans le témoignage, quand elle dit que les services arrivent, c'est wow! On a de l'accompagnement, on a de la sécurité affective pour l'enfant, on a de la sécurité pour le parent aussi, de savoir que son enfant est pris en charge, que son enfant va mieux, qu'il y a une progression, tout ça. Paf! Là, on se remet dans une attente quand la personne n'est plus disponible, quand il n'y a plus de service, et on doit se battre. Je pense que ça revient beaucoup dans plusieurs témoignages de parents. Je dois me battre pour avoir des services. Je dois me battre pour que mon enfant ait accès à un psychologue, un travailleur social, un psychoéducateur, à des services au CRDI. Je dois me battre pour démontrer que mon enfant, c'est en urgence de. Puis là, je vais prendre juste le système d'éducation parce que c'est le système de l'éducation que je traite, c'est là-dedans que je suis experte, mais on le retrouve ailleurs, un enfant en détresse, en psychologie, tout ça. Il n'y a pas de professionnels dans le domaine de la santé pour prendre en charge ces personnes-là. Donc, ça arrive partout. Puis je me dis, c'est quand qu'on va comprendre. Il y a deux choses que je me dis. C'est où qu'on l'a échappé. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'a échappé. Puis c'est quand qu'on va comprendre qu'il faut prendre ça en urgence. Que c'est pas, on va remettre ça en dessous du tapis, puis on va attendre un 5 ans, voir si ça se replace tout seul. Non, il faut faire un plan d'action. Les solutions, elles existent. Les solutions, elles existent. Il faut faire un plan d'action en urgence. Il faut faire un plan de redressement en urgence. Il faut absolument qu'on s'assoie et qu'on se dise pour nos cocos qui sont en besoin, pour nos cocos qui sont différents, pour nos cocos qui pensent qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, combien qu'on en a, qui qu'on a besoin, puis comment qu'on fait pour amener cette main-d'œuvre-là à aider ces cocos-là. C'est simple, là. C'est quoi les finances qu'on a besoin, c'est quoi le budget qu'on a besoin pour aller chercher les professionnels, pour s'assurer qu'on a assez de professionnels selon les besoins. C'est ça qu'il faut faire. Pas on a un professionnel qui prend 40 dossiers puis les 40 dossiers prioritaires. C'est pas ça qu'on veut. On veut analyser selon les écoles les réels besoins de nos enfants différents. Si on veut les inclure, qu'il y ait de l'inclusion, que ce soit des classes d'adaptation, que ce soit des programmes particuliers, peu importe où qu'on va chercher notre personnel, c'est où qu'il y a des besoins, combien d'élèves sont en besoin, c'est quoi les ressources qu'on a en ce moment, qu'est-ce qu'il faut avoir comme ressources supplémentaires pour pallier, c'est en urgence. Imaginez 2 secondes à quoi ça peut ressembler un système d'éducation où que chaque enfant qui a des besoins particuliers est pris en charge rapidement. Pas 6 mois, 2 semaines, 1 semaine. Imaginez la différence. Imaginez, on va rêver un peu, je suis peut-être dans l'utopie de penser que ça peut exister. Imaginez qu'on a assez de ressources pour tous nos élèves en besoin. Imaginez qu'on a les finances nécessaires. Si on peut l'imaginer, on peut le créer maintenant. Et comment qu'on peut créer ça? Comment qu'on peut créer cette main-d'œuvre-là? Comment qu'on peut créer ce budget-là? Où qu'on coupe? C'est où qu'on fait les dépenses qui sont non nécessaires? C'est où qu'on met de l'argent qui est non nécessaire en ce moment en éducation? Je pose des questions parce que c'est des questions qui se posent. Il y a des parents qui sont dans l'obligation de rapatrier leur enfant à la maison pour leur sécurité physique, leur sécurité psychologique. Ils sont dans l'obligation de faire l'école maison ou c'est une alternative qu'ils vont prendre pour un moment ou pour plus longtemps parce que ça n'a plus de sens, ça ne fait plus de sens dans le système. Quand on vit de la détresse éducative, que ce soit de la détresse psychologique, physique, quand on vit de la détresse, on est en mode survie, puis souvent on va rapatrier à la maison. C'est une bonne solution, mais ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal, puis au-delà de ça, c'est inacceptable qu'on laisse aller des situations comme ça. Fait que, quelle décision en tant que société qu'on doit prendre ici et maintenant? Quel est le plan de redressement? Puis je m'adresse au gouvernement, je m'adresse à ceux qui prennent les décisions.
qu'est-ce qu'on doit faire concrètement, de tangible, des actions concrètes pour faire la différence et que des témoignages comme ça n'existent plus. Moi, ce que je veux voir maintenant, c'est « Wow! Mon enfant est en difficulté. Rapidement, il a été dirigé vers la bonne personne, on a posé un diagnostic et il a reçu l'aide. Dans les 2 mois, tout était fait. Wow! On a eu une collaboration entre les différents intervenants. On a eu une collaboration entre les personnes qui s'occupent de mon enfant. Je suis épaulée, je suis accompagnée dans ce processus-là. C'est ça que je veux voir comme témoignage sur les réseaux sociaux. Ça n'a plus de sens. On arrête. On arrête. Ça fait longtemps que ça va plus. Ça fait longtemps que ça fait plus de sens. Peut-on faire un plan de redressement? Peut-on voir qu'est-ce qui nous manque et créer de l'emploi pour cette main-d'œuvre-là qu'on a besoin, les ressources qu'on a besoin? Si on est capable de l'imaginer, on est capable de le créer, j'en suis certaine. Alors, si cet épisode t'a parlé, si jamais toi-même tu as vécu quelque chose dans le système, comme parent avec ton enfant, ou si comme professionnel, tu vois ces situations-là arriver, que ça te préoccupe, que tu trouves qu'on est dans l'urgence d'agir, que c'est prioritaire parce qu'on veut donner le meilleur à nos enfants, à notre future génération, je t'invite à m'écrire info@commercial-entre-guillemets.ca ou à communiquer sur nos différentes plateformes. Ça me fera toujours plaisir de te lire, de te répondre. C'est ensemble qu'on va co-créer les solutions pour le futur. Je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.